Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Certains hommes consacrent leur existence entière à la quête d'une chose qu'ils ne sauraient nommer. Callum Thorne, quant à lui, avait renoncé à cette recherche il y a 3 ans. Désormais, il se contentait de pister des chevaux dérobés. Rien de plus. Il suivait son cheval, Off-Prince, à travers des territoires où la plupart des cavaliers refusaient de s'aventurer seuls. La monture le guida dans un canyon où les parois semblaient absorber le moindre son. Un lieu où l'air avait une saveur singulière, où l'atmosphère semblait délibérément lourde. Lorsque la flèche se ficha dans le sol à quelques centimètres de sa botte, il ne chercha pas à saisir son fusil. Il leva lentement les mains, car il les avait déjà aperçues. Des femmes, par douzaines, l'encerclaient, armes au clair et regard empreint de quelque chose de bien plus redoutable que la colère. Elles avaient un dessein précis. 3 jours plus tôt, Callum avait remarqué la disparition de ses chevaux du pâturage sud. Pas tous, seulement 4, subtilisés avec une précision qui trahissait une connaissance experte des animaux. Les traces étaient légères, réfléchies, menant vers le nord-ouest, vers ces terres qu'on lui avait déconseillé de fouler. Il avait emporté des vivres pour 2 jours, n'avait prévenu personne de son départ, car il n'y avait plus personne à prévenir, et avait suivi la piste avec la patience d'un homme qui n'a rien d'autre qu'il attend chez lui que le silence. Le canyon se resserrait à mesure qu'il avançait, les parois rocheuses se refermant comme un piège qui se resserre lentement. Son cheval devint nerveux, oreille en arrière, naseau dilaté par une présence que Callum ne pouvait détecter. Il aurait dû faire demi-tour. Chaque instinct le lui criait. Mais ces instincts appartiennent aux hommes qui tiennent encore à l'existence. Et Callum avait appris à ignorer cette voix le jour où il avait dû faire ses adieux à sa femme et à sa fille. C'est alors qu'il vit le premier signe indiquant qu'il n'était pas seul. Un morceau de tissu attaché à une branche, délavé par le temps mais placé intentionnellement, exactement là où un cavalier sur ce chemin le verrait. Ce n'était pas un avertissement, mais une invitation, ou peut-être une promesse. La flèche arriva silencieusement, se plantant dans la terre dure avec un bruit sourd qui résonna étrangement dans cet espace clos. Le cheval de Callum se cabra, mais l'homme resta stoïque, levant les mains avant même que les sabots de l'animal ne retouchent le sol. Il ne parla pas, ne bougea pas au-delà de ce geste de reddition, attendant simplement qu'elle surgisse de position qu'il aurait dû repérer mais qui lui avait échappé. Des femmes, au moins 20, descendant des rochers et émergeant des ombres avec la coordination de chasseuses expérimentées. Elles portaient un mélange de tenues traditionnelles et d'aménagements pratiques, cuir et tissu permettant le mouvement. Certaines portaient des arcs, d'autres des lames. L'une tenait un fusil qui semblait plus vieux que Callum, mais qui fonctionnait probablement à la perfection. Leur visage ne montrait aucune peur, aucune hésitation, seulement une évaluation froide. Mais ce fut leur chef qui coupa le souffle de Callum. Elle se déplaçait parmi les autres comme l'eau trouve son chemin, chaque guerrière s'écartant sans qu'on le lui demande. Grande, les cheveux noirs tressés serrés contre le crâne, et des yeux qui semblaient voir à travers la peau jusqu'à ce qui était brisé à l'intérieur. Des marques cicatricielles ornaient ses bras, son cou, des histoires inscrites dans la chair guérie que Callum reconnut car il portait les mêmes, dissimulées sous sa chemise. Elle s'arrêta à 3 mètres, l'étudiant avec une expression qui donnait à Callum l'impression d'être un animal blessé dont on évalue le sort. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix ne portait aucun accent attendu. Parfaitement claire et froide comme l'eau d'hiver. Vous avez suivi ces chevaux bien loin pour un homme qui chevauche seul. Callum soutint son regard. Ils sont à moi. Tout ici est à nous, répliqua-t-elle. Elle inclina légèrement la tête, et 2 femmes s'avancèrent avec de la corde. Vous allez venir avec nous. Si vous résistez, tout s'arrête ici. Si vous fuyez, vous finirez épuisé. Si vous coopérez, votre sort sera décidé demain, après délibération. Elles lui lièrent les poignets avec une efficacité qui témoignait de l'habitude, lui retirant son fusil et son couteau avec des mains qui ne tremblaient pas. Elles emmenèrent son cheval séparément, et Callum le regarda partir avec un sentiment proche du regret. Cet animal avait été son seul compagnon depuis des mois. La marche dura des heures, serpentant à travers des passages que Callum ne retrouverait jamais, même s'il parvenait à s'échapper. Le soleil se déplaça au-dessus d'eux, mais resta caché par les murs du canyon, rendant le temps élastique et incertain. Personne ne parlait. Ces gardiennes communiquaient par gestes et regards, un langage construit par des gens qui avaient appris que les mots portaient trop loin. Lorsqu'ils débouchèrent enfin dans une zone ouverte, Callum comprit pourquoi personne n'était jamais revenu de ce territoire pour raconter des histoires.
Le camp était établi avec des structures permanentes, et non des abris temporaires. Des jardins poussaient en rangées organisées. La fumée s'élevait de feux soigneusement entretenus. Des enfants jouaient sous des regards vigilants. Ce n'était pas un groupe de pillards. C'était une communauté. Une communauté entièrement composée de femmes et de filles. Aucun homme. Pas un seul. Callum scanna les visages des guerrières, des aînés, des enfants courant entre les structures. Uniquement des femmes. Les implications traversèrent son esprit comme le tonnerre. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un choix, ou une conséquence, ou les deux. Elles le menèrent au centre du camp où un épais poteau de bois était planté profondément dans la terre dure, le genre de poteau qui avait déjà servi, poli par la corde et les intempéries. Alors qu'elle l'attachait, les bras tirés en arrière à des angles qui deviendraient douloureux bien avant le matin, Callum comprit enfin la chose la plus importante de sa situation. Ces femmes ne l'avaient pas capturé par accident. Elles l'attendaient. Ce tissu sur la branche n'était pas une invitation. C'était un appât. Et il l'avait suivi exactement comme prévu, chevauchant seuls dans leur territoire parce que les hommes comme lui, les hommes qui n'ont plus rien à perdre, sont prévisibles dans leur imprudence. La chef s'approcha à nouveau alors que le dernier nœud était serré, s'accroupissant pour croiser son regard. De près, Callum pouvait voir plus de marques et autre chose. Une douleur, ancienne et profonde, vivant derrière son expression comme un prisonnier derrière des barreaux. « Je m'appelle Kimi Mela », dit-elle doucement. « Vous resterez ici ce soir. À l'aube, nous déciderons si vous verrez un autre lever de soleil. » Elle se leva, puis marqua une pause. « Ces chevaux que vous avez suivis, ils n'ont pas été volés. Ils ont été invités. Tout comme vous. » Elle s'éloigna, laissant Callum attaché sous un ciel virant à l'orange avec le coucher du soleil imminent, entouré de femmes qui se déplaçaient dans leur camp avec des armes toujours à portée de main et des yeux qui ne se détournaient jamais complètement de lui. Et alors que l'obscurité s'installait, que la température chutait et que ses épaules commençaient leur inévitable plainte, Callum réalisa quelque chose qui aurait dû le terrifier, mais qui ressemblait presque à un soulagement. Pour la première fois depuis 3 ans, il n'était pas seul avec ses fantômes. Il était seul avec les leurs. Et d'une certaine manière, cela changeait tout. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas encore comprendre, c'est que Kimi Mela avait menti sur une chose. Les chevaux n'avaient pas été invités. Seul Callum l'avait été. Et la raison de cela changerait tout ce qu'il pensait savoir sur la survie, sur la perte, et sur ce que signifie vraiment être vu par quelqu'un qui comprend exactement quel genre de blessures ne guérissent jamais. La nuit apporta un froid qui s'insinua à travers la chemise de Callum et dans ses os déjà douloureux à cause de la corde et de la position. Le camp s'installa dans des rythmes calmes autour de lui. Les feux baissant, les voix s'estompant en murmures. Les enfants rentrant dans les structures avec une fermeté douce. Les gardes restaient. 3 femmes effectuant des rotations qui ne le laissaient jamais sans surveillance. Elles ne lui parlaient pas. Ne reconnaissaient pas sa présence au-delà de la vérification des liens toutes les quelques heures avec des mains qui tiraient assez fort pour assurer la sécurité, mais sans cruauté. Vers minuit, alors que le camp était devenu silencieux à l'exception des bruits lointains des animaux et du vent, Kimi Mela revint. Elle ne portait aucune arme visible, bien que Callum soupçonna qu'au moins 2 lames étaient cachées quelque part sur elle. Elle s'installa sur le sol face à lui, jambes croisées, l'expression illisible dans la lumière du feu qui peignait la moitié de son visage dans l'ombre. La plupart des hommes supplient, dit-elle sans préambule. Ou ils menacent, ou ils essaient de négocier avec des choses qu'ils imaginent que nous voulons. Ses yeux soutenaient les siens fermement. Vous n'avez fait aucune de ces choses. Callum bougea légèrement, essayant de soulager la pression sur ses épaules sans succès. Est-ce que l'une de ces choses changerait ce qui se passera à l'aube? Non. Alors pourquoi gaspiller son souffle avec des mots inutiles? Quelque chose vacilla sur son visage, trop rapide pour être nommé. Elle se pencha légèrement en avant, l'étudiant avec une intensité renouvelée. Vous avez suivi des chevaux dans un territoire dont tout le monde sait qu'il signifie une fin certaine. Pourquoi? La réponse honnête pesait lourd dans la poitrine de Callum. Il envisagea de mentir. Envisagea le silence, puis décida que la vérité d'un homme face à son jugement final ne coûtait rien. Parce que je n'avais rien qui m'attendait à la maison qui valait la peine d'être protégé. L'expression de Kimi Mela ne changea pas, mais son immobilité devint différente, plus attentive. Les chevaux comptent-ils si peu? Les chevaux comptent, mais finir ici ou finir seul dans une maison vide dans 6 mois revient à la même destination. Callum croisa son regard sans sourciller.
Au moins, cette voie est plus rapide. Elle l'étudia longuement, et Callum vit une reconnaissance passer sur ses traits. Le regard de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il voulait dire, parce qu'elle avait ressenti ce même poids elle-même. Autour d'eux, la nuit se faisait proche et intime, créant une bulle où la vérité semblait plus sûre qu'elle ne le devrait. « Qu'est-ce qui a vidé votre maison ?» Sa voix s'était adoucie d'une fraction, à peine perceptible, sauf que Callum avait passé 3 ans à guetter la moindre chaleur humaine dans des voix qui n'offraient le plus souvent que pitié ou évitement. Le feu. Il y a 3 ans. Les mots vinrent plus facilement que prévu. Peut-être parce que l'obscurité rendait la confession plus simple. Ma femme Sarah, ma fille Emma, elles étaient à l'intérieur quand le foyer de la cuisine a mal fonctionné. J'étais dans le pâturage éloigné pour vérifier les clôtures. Il respira lentement, régulièrement, gardant sa voix égale par habitude. Le temps que je vois la fumée et que je revienne au galop, toute la structure brûlait. J'ai essayé d'entrer, mais la chaleur m'a repoussé. J'ai essayé encore et encore jusqu'à ce que les voisins arrivent et me retiennent pendant que je regardais tout s'effondrer. Le visage de Kimmy était devenu très calme et derrière elle, Callum remarqua que d'autres femmes s'étaient rapprochées, attirées par les voix dans le calme. Elles écoutaient sans feinte, sans cacher leur attention. J'ai sorti les corps des cendres le lendemain matin, continua Callum, incapable de s'arrêter maintenant qu'il avait commencé. Je les ai enterrés dans le coin de la propriété où Sarah avait l'habitude de faire pousser des fleurs. J'ai construit les croix de mes mains. Puis j'ai vécu dans cette maison seul pendant 6 mois avant de ne plus pouvoir le supporter. J'ai vendu la plupart des choses. J'ai gardé les chevaux parce qu'ils ne me rappelaient pas ce que j'avais perdu. J'ai juste continué d'exister parce que s'arrêter semblait plus difficile que de continuer. Le silence s'étira après ces paroles. Épais et lourd. L'une des plus jeunes femmes, à peine plus qu'une fille, avait des larmes coulant sur son visage. Même les gardes s'étaient rapprochés, armes légèrement baissées. La voix de Kimmy, lorsqu'elle parla enfin, portait un poids qui n'y était pas auparavant. Vous comprenez ce que signifie tout perdre face à une violence que vous ne pouviez pas arrêter. Je comprends. Callum soutint son regard. Je comprends aussi que la perte ne donne à personne le droit de l'infliger aux autres. Ces chevaux ont été pris, invités ou non. Je suis venu récupérer ce qui était à moi. Si cela mérite un jugement fatal, alors soit. Mais ne prétendez pas que c'est la justice. C'est juste plus de pertes créant plus de pertes. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. Kimmy Mela se leva lentement, son expression de nouveau illisible, les murs reconstruits. Mais quelque chose avait changé. Callum le sentait. À la façon dont les femmes qui regardaient ne détournaient pas les yeux immédiatement. Et à la façon dont leur posture était passée de l'hostilité à quelque chose de plus complexe. À l'aube, dit Kimmy en se détournant. Nous déciderons. Mais alors qu'elle retournait vers le feu principal, Callum remarqua qu'elle n'avait pas ordonné aux gardes de resserrer ses liens, n'avait pas renforcé les menaces, l'avait juste laissé là avec des femmes qui le regardaient maintenant différemment. Leurs expressions compliquées par quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'elles offrent. De la compréhension et peut-être, malgré tout, le premier fil d'un respect involontaire. Ce qui fit que ce qui se passa ensuite ressembla moins à une coïncidence qu'à une épreuve qu'ils ne savaient pas être en train de passer. Les hurlements commencèrent 1 heure avant l'aube, lointains d'abord, puis plus proches avec l'approche délibérée de prédateurs sachant que leur proie ne pouvait s'échapper. La tête de Callum se redressa du demi-sommeil que l'épuisement lui avait accordé. Chaque instinct soudainement vif et concentré. Il avait déjà entendu ces sons, savait exactement ce qu'ils signifiaient. Des loups, une meute, et ils étaient en chasse. Le camp explosa en mouvement. Les femmes saisirent leurs armes et formèrent des positions défensives avec une vitesse entraînée, criant des ordres dans leur langue tout en rassemblant les enfants vers les structures centrales. Les feux furent montés plus haut, créant des murs de lumière censés dissuader les animaux. Censé étant le mot critique que tout le monde présent comprenait. Callum tira sur ses liens assez fort pour sentir la corde brûler sa peau. Ils encerclent par le côté. Votre ligne de feu a une brèche près de la tente de ravitaillement. Kimmy Mela pivota vers lui, arc déjà tendu, la suspicion luttant avec l'urgence sur son visage. Comment le savez-vous? Parce que c'est là que vos traces d'odeur sont les plus faibles et que les ombres sont les plus profondes. C'est là que j'attaquerais si j'étais eux. Callum tira plus fort contre le poteau, sentant le bois craquer légèrement. Vous devez fermer cette brèche maintenant où ils vont percer et atteindre les enfants. Pendant un battement de cœur, Kimmy hésita. Puis elle aboya des ordres et 3 guerrières sprintèrent vers le périmètre et,
prenant position exactement là où Calum l'avait indiqué, juste à temps. Des formes grises se matérialisèrent de l'obscurité, yeux reflétant la lumière du feu alors qu'au moins 8 loups testaient les défenses avec l'intelligence d'animaux ayant appris que les humains protègent les faibles de manière prévisible. La plus jeune guerrière, la fille que Calum avait remarquée pleurant plus tôt, tenait sa position près de la zone de ravitaillement avec une lance qui tremblait dans sa prise. Elle ne pouvait pas avoir plus de 16 ans. La peur était clairement écrite sur son visage malgré la posture courageuse qu'elle maintenait. Lorsque le plus grand loup feinta à gauche, puis chargea à droite, elle trébucha en arrière, sa lance tombant alors qu'elle chutait. Calum ne réfléchit pas, ne calcula pas. Il jeta tout son poids contre le poteau avec tout ce qu'il avait, sentant le vieux bois craquer et bouger. La corde tenant ses poignets s'enfonça jusqu'à ce que le sang chaud coule sur ses avant-bras. Mais il continua de tirer, de forcer, les muscles hurlant alors qu'il essayait de briser des liens qui avaient été noués par des gens connaissant leur métier. Takakota, roule à gauche. Il rugit l'avertissement alors que le loup réduisait la distance. Et d'une certaine manière, la fille l'entendit à travers sa panique et obéit, roulant sur le côté juste au moment où les mâchoires massives claquaient là où sa gorge s'était trouvée. Une flèche atteignit le loup en plein saut. Un tir net et létal de Kimi. Mais 2 autres animaux percèrent la brèche, se dirigeant droit vers les structures où les enfants se blottissaient. Calum tira plus fort contre le poteau, le sentant se fendre davantage, sentant la corde trancher plus profond, ne se souciant pas de la douleur parce que cette fille rampait en arrière sur le sol, et un autre loup avait contourné sa position. Coupez-le. La voix de Kimi traversa le chaos comme une lame. Nette et absolue. Mais il va s'enfuir, protesta l'une des gardes, même alors qu'elle se dirigeait vers lui, couteau tiré. Il aurait déjà crié pour qu'ils attaquent nos points faibles s'ils voulaient nous détruire. Kimi tira la corde de son arc en arrière, les yeux ne quittant jamais les loups qui avançaient. Libérez-le maintenant. Le couteau trancha la corde et les bras de Calum tombèrent en avant, ses épaules explosant de douleur après des heures de position non naturelle. Il avait peut-être 3 secondes avant que la circulation ne revienne suffisamment pour le contrôle. Il les utilisa pour saisir la lance tombée près de ses pieds et se jeta vers Takakota, se plantant entre elle et le loup encerclant avec une arme qu'il pouvait à peine tenir correctement. L'animal chargea. Calum cala le talon de la lance contre le sol et orienta la pointe vers le haut. Chaque mouvement familier, issu d'années de défense du bétail contre des prédateurs qui voyaient les ranchs comme des terrains de chasse. Le loup s'empala en essayant de l'atteindre. Le poids et l'élan enfoncèrent la pointe profondément. Il mourut avec un glapissement qui envoya le reste de la meute se disperser en arrière, réévaluant une proie qui était soudainement devenue dangereuse. Calum resta debout entre Takakota et l'obscurité, lance prête malgré des mains glissantes de son propre sang, jusqu'à ce que les loups battent finalement en retraite dans les ombres d'avant l'aube. Jusqu'à ce que Kimi ordonne le cessez-le-feu et que les guerrières baissent leurs armes avec le soulagement prudent de gens ayant survécu mais sachant à quel point cela avait été juste. Ce n'est qu'alors que Calum s'autorisa à tomber sur un genou, respirant difficilement, regardant le sang goûter de ses poignets sur une terre qui en avait déjà trop vu. Autour de lui, les femmes le fixaient avec des expressions qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Pas exactement de la gratitude, quelque chose de plus compliqué. Takakota se leva lentement, récupéra sa lance, puis fit quelque chose qui rendit le camp entier silencieux. Elle plaça sa main sur l'épaule de Calum, pressa une fois avec une reconnaissance ferme, et prononça des mots qu'il n'avait pas besoin de traduire pour comprendre. Merci. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. Kimi Mela s'approcha alors que l'aube se levait enfin sur les parois du canyon, peignant tout dans des nuances d'or et de rouge. Elle tendit la main pour aider Calum à se lever. La première fois qu'elle lui offrait quelque chose ressemblant à de l'aide. Vous auriez pu fuir, dit-elle doucement. Vous étiez libre. Vous aviez des armes. Vous auriez pu disparaître dans l'obscurité pendant que nous nous battions. Calum croisa son regard, trop épuisé pour autre chose que la vérité. Où exactement aurais-je fui qui compte plus qu'ici? Quelque chose changea dans l'expression de Kimi, un mur se fissurant qui ne se réparerait peut-être jamais complètement. Elle soutint son regard un long moment, puis se tourna pour faire face à ses guerrières, sa voix portant une autorité qui attendait l'obéissance sans question. Il reste détaché. Nous discuterons de ce que cela signifie après avoir soigné les blessures et sécurisé le périmètre. Elle regarda de nouveau Calum avec une expression qui contenait de la lassitude, mais aussi de la reconnaissance. Vous avez mérité au moins cela. Ne me faites pas le regretter. Mais alors qu'elle s'éloignait pour organiser le rétablissement du camp, Calum remarqua comment chaque femme qu'il passait le regardait différemment maintenant.
Non plus comme un prisonnier attendant son jugement, mais comme quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver attaché à un poteau dans leur camp, un homme qui avait choisi de les protéger plutôt que de se sauver lui-même. Et en faisant cela, il avait commencé à réécrire chaque supposition qu'elles avaient construite sur les hommes comme lui. Nasha, la guérisseuse, nettoya les poignets de Callum avec des mains qui bougeaient avec une efficacité rodée. Elle travailla en silence près du feu du matin, appliquant un baume qui piqua brièvement avant d'engourdir la douleur. Autour d'eux, le camp reprenait ses rythmes normaux. Les femmes réparaient les dégâts de l'attaque des loups tout en gardant un œil attentif sur l'étranger qui avait gagné un sursis temporaire, mais pas encore leur confiance totale. Callum resta immobile. Ses épaules le lançaient après des heures passées attachées. Ses mains semblaient épaisses et maladroites, mais il resta silencieux pendant qu'elle travaillait. Lorsqu'elle finit d'envelopper ses poignets dans du tissu propre, elle croisa enfin son regard avec une expression qui tenait plus de la curiosité que de l'hostilité. « Vous auriez pu laisser Takakota affronter son destin, » dit Nasha doucement. La plupart des hommes auraient utilisé le chaos comme une opportunité pour s'échapper. La plupart des hommes n'ont pas passé 3 ans à comprendre que fuir un endroit signifie simplement arriver ailleurs, tout aussi vide. Elle l'étudia avec l'intensité de quelqu'un formé à voir au-delà des apparences, à lire les blessures qui vivent plus profondément que la peau. Elle hocha la tête une fois, presque pour elle-même, puis rassembla ses affaires et partit sans un autre mot. Mais Callum remarqua comment elle s'arrêta près de Kimi, parla calmement, et fit un geste vers lui suggérant une recommandation plutôt qu'un avertissement. Tout au long de la matinée, Callum resta là où Kimi le lui avait indiqué. Les femmes passaient régulièrement, certaines jetant dans sa direction des regards allant de la suspicion à quelque chose approchant la gratitude. Les enfants l'observaient de derrière leur mère, fascinés par cet homme étrange apparu dans leur monde exclusivement féminin. Lorsque le soleil atteignit son zénith, Ayasha, une guerrière chevronnée, s'approcha d'un pas décidé. Elle portait de la corde et un lourd paquet de bois coupé, qu'elle laissa tomber aux pieds de Callum sans cérémonie. La clôture de l'enclos a besoin de réparation là où les loups l'ont testé. Vous savez travailler de vos mains? Callum regarda les matériaux, puis son visage, lisant clairement le test. Oui. Alors prouvez votre utilité, ou prouvez à Kimi qu'elle a eu tort de vous laisser vivre. Ayasha se détourna, puis marqua une pause. Personne ne vous surveille maintenant. Le sentier mène hors du canyon. Nous savons tous les deux que vous pourriez le suivre. Je pourrais, admit Callum en se levant lentement pour rassembler le bois et la corde. Mais vous ne le ferez pas? Pourquoi? La réponse vint plus facilement qu'elle n'aurait dû. Parce que pour la première fois en 3 ans, je suis dans un endroit où des gens ont eu besoin que je reste en vie. Cela compte plus que la liberté. Quelque chose changea dans l'expression d'Ayasha. Une fissure dans sa dureté qui laissa passer une brève chaleur. Elle hocha la tête sèchement et s'éloigna. Mais Callum remarqua qu'elle n'assigna personne pour le garder. Le message était clair. Il pouvait partir. Elle ne l'arrêterait pas. Mais rester signifiait quelque chose de différent de la captivité désormais. Il passa des heures à réparer la clôture de l'enclos, utilisant des compétences apprises par des années de travail au ranch. Le bois s'emboîtait avec précision. La corde était nouée avec des techniques qui tiendraient sous la pression. D'autres femmes travaillaient à proximité, s'occupant des jardins et préparant la nourriture, jetant parfois un coup d'œil dans sa direction pour évaluer ses progrès. Personne ne lui parlait directement, mais leur présence ressemblait moins à de la surveillance qu'à une acceptation progressive de quelqu'un existant dans leur espace. En fin d'après-midi, alors qu'il terminait la réparation, Takakota s'approcha. Elle se déplaçait avec l'incertitude de la jeunesse, essayant de paraître courageuse, s'arrêtant à une distance prudente. Ma mère dit que je devrais vous remercier correctement. Sa voix portait le léger tremblement de quelqu'un forçant son courage. Pour m'avoir sauvé la vie. Callum posa ses outils et lui fit face. Vous ne me devez aucun remerciement pour avoir fait ce que toute personne décente ferait. Mais vous n'étiez pas n'importe qui. Vous étiez un prisonnier à qui on avait dit qu'il mourrait à l'aube. Takakota s'avança et plaça quelque chose dans la paume de Callum. Une petite figurine sculptée, brute mais reconnaissable comme un cheval fait de bois poli par la manipulation. Mon père a fait ça avant. Elle ne finit pas. Elle n'en avait pas besoin. Je veux que vous l'ayez. Comme rappel que certains hommes peuvent encore valoir la peine d'être connus. Elle partit avant que Callum ne puisse répondre. Il regarda le cheval sculpté dans sa paume, sentant un poids qui n'avait rien à voir avec le bois et tout à voir avec le sens du geste. Lorsque Kimi Mela le trouva à l'approche du soir, il le tenait toujours.
Le conseil a délibéré, dit-elle sans préambule. Vous avez gagné le droit de rester tant que vous vous montrez utile et respectueux. Elle marqua une pause, le mesurant. Mais ce soir, vous affrontez une dernière épreuve. Une épreuve qui déterminera si vous comprenez vraiment ce que signifie exister parmi nous sans apporter la violence que la plupart des hommes portent dans leurs os. Callum referma ses doigts sur le cheval sculpté. Quelle épreuve! Vous verrez après la tombée de la nuit. Soyez prêts. Elles vinrent pour lui après le lever de la lune. Une douzaine de femmes se déplaçant dans les ombres. Kimi les menait. Elles formèrent un cercle autour de lui près de l'enclos, assez proche pour qu'ils puissent sentir la fumée de sauge sur leurs vêtements et la chaleur de leur corps. Personne ne parlait. Kimi s'avança. Vous avez prouvé que vous pouvez protéger, dit-elle doucement. Maintenant, prouvez que vous pouvez vous soumettre. Le mot resta suspendu dans l'air, complexe et dangereux. Ce n'était pas une soumission physique. C'était une question de savoir s'il pouvait exister parmi elles sans avoir besoin de dominer, sans exiger le contrôle. Ayasha bougea la première, s'approchant assez près pour placer une main sur son épaule, ferme mais non agressive, mesurant le muscle et la tension. Ses yeux ne quittaient jamais le visage de Callum, guettant une réaction, l'éclat de colère qui le classerait parmi les autres hommes qu'elles avaient connus. Callum resta parfaitement immobile, laissant son toucher exister sans y répondre, acceptant qu'elle avait besoin de le tester ainsi. Nasha s'approcha ensuite, plaçant sa main sur son cœur, sentant le battement rapide sous ses côtes. Il est terrifié, murmura-t-elle à Kimi. Mais pas de nous. De l'échec. D'autres se rapprochèrent alors. Des mains touchant ses bras, son dos, son visage avec une curiosité qui ne contenait aucune séduction, mais plutôt une évaluation. Elle l'apprenait par le toucher comme elles apprendraient un cheval. Vérifiant les blessures cachées, les endroits où la pression créait de la résistance ou de la rage. Callum ferma les yeux, non par évitement, mais par acceptation, se laissant être vulnérable d'une manière qu'il n'avait pas permise depuis la mort de Sarah. Takakota s'agenouilla devant lui, pleurant. Aucun homme ne s'est jamais tenu comme ça parmi nous. Ils se sont tous battus. Je ne me bats pas, murmura Callum, la voix rauque. Je me rends au fait d'être vu. Kimi s'avança jusqu'à être face à lui, plaçant ses deux mains de chaque côté de son visage. Pourquoi, demanda-t-elle. Parce qu'être seul pour toujours est pire que de risquer d'être blessé à nouveau. Parce que vous avez toutes perdu quelque chose, et j'ai tout perdu, et peut-être que des gens brisés peuvent exister ensemble sans se briser davantage. Les mains de Kimi tremblèrent contre son visage. Quel était son nom, demanda-t-elle doucement. Ma femme s'appelait Sarah, et ma fille était Emma. Mon mari s'appelait Nawel. Mes fils étaient Kichi et Halo. Sa voix se brisa sur les noms. Derrière elle, d'autres femmes murmurèrent les noms de leurs propres morts. Elles commencèrent à s'agenouiller une par une, jusqu'à ce que Callum se tienne au centre d'un cercle de femmes qui le regardaient non avec adoration, mais avec reconnaissance. Il était leur chagrin reflété sous une forme masculine. Kimi recula, son expression transformée. Vous avez réussi l'épreuve. Mais vous avez fait quelque chose de plus dangereux que cela. Vous nous avez rappelé qu'avant d'être des guerrières, nous étions humaines. Les jours devinrent un rythme que Callum ne savait pas qu'il désirait. Il se réveillait avec le camp à l'aube. Il leur apprit des techniques pour préserver la viande, pour renforcer les structures. Elles lui apprirent à lire la terre, le vent et le ciel. 3 semaines après la nuit de l'épreuve, Kimi le trouva près de l'enclos, travaillant avec une jeune jument traumatisée. Vous avez un don avec les choses brisées, observa Kimi. Vous leur faites croire que la guérison est possible. Je comprends ce que ça fait d'être convaincu qu'on est trop endommagé pour quoi que ce soit de bon, répondit-il. Elle s'approcha. Vous êtes le premier homme que nous avons autorisé à vivre ici en 4 ans. Le premier qui n'a pas immédiatement essayé de prendre le contrôle. Ce soir-là, les femmes chantèrent des chants de deuil. Callum s'assit au bord du cercle. Nasha s'assit près de lui, posant une main sur la sienne. Vous avez le droit de faire votre deuil ici. Nous le faisons toutes. La permission brisa quelque chose en Callum. Les larmes vinrent, silencieusement. Il ajouta sa voix à la leur, prononçant les noms de Sarah et Emma dans l'air nocturne pour la première fois. Vous n'êtes plus un étranger ici, lui dit Ayasha plus tard. Vous êtes un frère pour nous maintenant. Mais alors que la chaleur de l'acceptation l'envahissait, des bruits de sabots résonnèrent à l'entrée du canyon. Le camp se transforma instantanément. Les femmes prirent leur position défensive.
Kalom voulut aider, mais Ayasha le retint. Restez cachés. S'ils vous voient, ils sauront que nous hébergeons des étrangers. Les cavaliers émergèrent. 7 hommes armés, menés par un maréchal au badge brillant. Nous cherchons un homme, Kalom Thorn, appela le maréchal. Ces animaux ont été trouvés près d'ici. Nous pouvons faire ça facilement ou difficilement. Kimi s'avança, flanqué de ses guerrières. C'est notre terre. Aucun homme n'est rentré ici depuis 4 ans. Le maréchal plissa les yeux. La tension était palpable. Kalom fit son choix. Il sortit de sa cachette, main visible et vide, marchant vers la confrontation. Je suis Kalom Thorn, dit-il clairement. Je suis venu ici en pistant des chevaux, j'ai été pris dans une tempête. Je pars maintenant, je ne causerai aucun problème. Il commença à marcher vers les cavaliers, s'éloignant du seul endroit où il s'était senti humain en 3 ans. Non. La voix de Kimi l'arrêta net. Elle vint se placer à côté de lui. Puis Ayasha, Nasha, Takakota. Toutes les guerrières formèrent une ligne entre lui et les hommes de loi. Il reste, déclara Kimi. Sous notre protection, par notre choix. Si vous avez un problème avec ça, essayez donc de l'emmener. Le maréchal étudia la ligne de femmes, les positions défensives dans les rochers. Il vit qu'il ne s'agissait pas d'une proie facile. Vous les choisissez elles plutôt que vos propres gens, demanda-t-il à Kalom avec dégoût. Je choisis ma famille plutôt que des étrangers qui font des demandes sur une terre qu'ils n'ont aucun droit de réclamer, répondit Kalom. Le maréchal fit demi-tour avec ses hommes, promettant de revenir, mais pour l'instant, le danger s'éloignait. Tu es un idiot, s'exclama Ayasha, un mélange de fureur et de fierté sur le visage. Tu aurais pu partir en sécurité. J'aurais pu, convint Kalom. Mais alors je ne serais plus de la famille. 3 mois passèrent sans le retour du maréchal. Kalom cessa de se demander quand il reviendrait et commença à se concentrer sur ce qu'il pouvait construire. Il était devenu une partie intégrante du tissu de leur communauté. Takakota le regardait comme un père. Nasha comme un guérisseur. Ayasha comme un guerrier digne de respect. Mais c'était le regard de Kimi Mela qui comptait le plus. Un soir, alors que le coucher de soleil peignait les murs du canyon, elle le trouva près de l'enclos. « Vous pourriez partir maintenant, dit-elle. Retrouvez la vie que vous avez laissée derrière vous. » Kalom posa ses outils. « Quelle vie? Une maison vide? Je préfère affronter le danger à vos côtés que de retourner à cela. Affronter le danger avec des gens qui comptent vaut mieux qu'une sécurité qui ressemble à un lent enterrement. » Kimi le regarda avec intensité. « Vous nous avez changé. Nous survivions. Maintenant, nous vivons. Vous m'avez changé aussi. Je suis venu ici prêt à mourir, dit Kalom, la voix rauque. Vous m'avez donné une raison de vivre. » Elle prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. Autour d'eux, le camp observait avec compréhension. Alors restez, dit Kimi simplement. Pas comme invité. Comme l'un des nôtres. Comme ce que nous deviendrons l'un pour l'autre avec le temps. Je resterai, promit-il. Aussi longtemps que vous voudrez de moi. Ce soir-là, autour du feu, Kalom rit à une histoire racontée par Takakota. Le son était étranger à sa gorge, mais sincère. Et quand la main de Kimi trouva la sienne dans l'obscurité, Kalom comprit enfin ce que Sarah aurait voulu pour lui. Pas un deuil éternel, mais ce nouveau but, cette nouvelle famille, cette nouvelle chance de vie construite sur les fondations d'une perte transformée en sagesse. Il était enfin rentré chez lui.